je chante faux, de l'impact de la photographie sur notre imaginaire. L'île de Pâques. La première fois que j'ai vu ces moailles, ces statues de l'île de Pâques, c'était sur la couverture d'Archéologia. J'avais 7 ans. Et ces orbites vides m'en ont mis plein les yeux. Immédiatement, j'ai voulu être Tintin, grand reporter. Vous voyez, Tintin, Milou. Je m'appelle Micheline. Manque de bol, tous mes amis m'appellent Mickey. Mickey, Tintin, j'étais mal barrée. Mais enfin, je suis quand même arrivée à être photojournaliste. Ça marche? Ça va marcher? Ah! Et voilà! Un peu plus grande, adolescente, j'ai lu Pierre Loti, l'enseigne de vaisseau, grand poète, grand écrivain de l'Académie française, qui a débarqué en 1872 sur l'île de Pâques. Et il nous dit, au milieu du grand océan, dans une région où l'on ne passe jamais, il y a une île mystérieuse et isolée, peuplée de hautes statues monstrueuses. Son passé demeure une énigme. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous fait rêver? Eh bien, moi aussi. Théâtre. C'est la bonne? Non. Voilà la bonne. Scène d'exposition. Les plaques tectoniques s'entrechoquent. Des volcans jaillissent. 3. Ils vont mettre 2 millions d'années à refroidir, les laves à se rencontrer et à former une île de 110 km². C'est-à-dire, je vous écoute, enfin bon, oui, à peu près 19 km sur 8. Ça ne fait pas un département 110 km². Voilà. Mais cette petite terre, ce confetti, attends, j'essaye de parler juste. Non, c'est pas ça. La voilà. Cette petite terre, alors je pointe. Est-ce que ça marche quand je pointe? Le petit confetti, alors je vais y aller, hein. Attention que je ne me casse pas la gueule. Il est là, vous le voyez à peine, un petit point là au milieu, à 4000 km de toute terre habitée. Mais il a une importance géographique essentielle, parce qu'il est une des pointes du triangle que l'on nomme Polynésie, avec 2 autres îles, la Nouvelle-Zélande, que les Maoris appellent l'île aux longs nuages blancs, et, j'écoute, Hawaï. Donc voilà la Polynésie installée. Vous savez, entre les 3 îles, en fait, il n'y a pas photo. La plus célèbre, c'est l'île de Pâques. Pourquoi? Que serait-elle sans ces statues? À peu près la même chose que Paris sans la Tour Eiffel. Alors, ce petit confetti, qui a donc une grande notoriété, nous allons le mettre en scène. Le rideau s'ouvre sur l'acte 1. Vous allez m'accompagner au temps de Charlemagne, en l'an, merci, en l'an 800, à peu près, hein, à peu de choses près. Eh bien, les premiers explorateurs débarquent. Comment sont-ils venus? Ils sont venus d'abord des Gambiers et des îles Marquises et à contre-courant. Parce que vous ne me contredirez pas si je vous dis que c'est beaucoup plus facile de naviguer à contre-courant, parce que quand on n'a plus d'eau et plus de nourriture, on peut revenir beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'ils découvrent? D'abord, ils n'ont aucun sextant, aucune boussole. Comment naviguent-ils? Le jour, c'est la direction de la houle, la forme des nuages et les oiseaux migrateurs qui les guident. Et la nuit, eh bien, ce sont les étoiles qui établissent la cartographie. Que découvrent-ils? Une île luxuriante. Je vais y arriver, hein? Ah ben dites donc, j'appuie sur le bon. Si, ah non, c'est celui-là. Vous avez raison. Ils découvrent le paradis. Une île luxuriante que le climat subtropical a favorisé. Bien. 10 siècles plus tard, nous sommes en 1722. L'amiral Jacob van Roggeveen, des Pays-Bas, mandaté par la Compagnie des Indes orientales, cingle
vers l'île de Pâques, où il s'arrête par hasard. Il n'y allait pas du tout, il ne savait même pas qu'elle existait. Et ce 6 avril 1722, je vous le donne en mille, c'est un dimanche de... Bravo! Formidable! Donc, on va la nommer île de Pâques. Joan von Tilburg, qui est une archéologue qui travaille depuis 30 ans sur l'île, a eu une image formidable pour décrire ce qui arrive aux autochtones qui voient ces 3 navires dans la baie d'Angaroa. C'est comme si une soucoupe volante atterrissait dans votre jardin. « 50 ans passent. Le capitaine Cook, célèbre navigateur, se rend aussi sur l'île de Pâques. Il fait un constat épouvantable. C'est comme ça. Il fait un constat épouvantable. La nature s'est montée très avare de ses dons à l'égard de cette île. Et 20 ans plus tard, la Pérouse envoyée par Louis XV fera le même. La Pérouse sera le dernier représentant du siècle des Lumières à aborder l'île de Pâques. Rideau, acte 2. Nous sommes au 19e siècle. Du paradis à l'enfer, il n'y a qu'un pas. Le ciel de l'île de Pâques s'assombrit. Les monolithes, Moai, ça c'était l'île qu'ont vu le capitaine Cook et la Pérouse. Le ciel va donc s'assombrir. Vous voyez qu'elle est déjà pratiquement déserte. Les monolithes Moai mutiques ne suffiront pas à protéger les Pasquans des razzias menées par les pirates venus du Pérou pour trouver des esclaves et exploiter les mines de guano. Et de l'autre côté de Tahiti, les mêmes pirates ou d'autres viennent écumer les mers pour trouver des esclaves pour les plantations de canne à sucre. Ce qui fait que le peuple pasquan est totalement décimé. Seules quelques femmes, quelques vieillards ou encore quelques enfants subsistent. La variole et la syphilis s'installent. On dénombre en 1877 111 habitants, alors que les archéologues nous disent qu'ils étaient de 10 000 à 15 000. C'est à ce moment-là que les missionnaires, en quête de terre vierge et d'ouailles faciles à convertir, débarquent. Ils vont baptiser à tour de bras. Vous me direz, ils ne sont que 111, mais enfin quand même. Adieu au culte de l'homme-oiseau. Adieu aux idoles, brûlées, parfois confisquées. Mais surtout, c'est la disparition de la mémoire qui s'est éteinte avec la disparition des hommes seuls porteurs du savoir. Les bois parlants, rongo, ces glyphes qui sont écrits une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers, comme l'écriture étrusque dite boustrophédon, vont être brûlés, mais il en restera quelques-uns que, comme par hasard, vous allez vous étonner, où les retrouve-t-on? À Rome, dans la confrérie des frères missionnaires de Picpus, où on peut aujourd'hui encore les découvrir. Mais ils n'ont pas trouvé leur Champollion et leur pierre de Rosette, dont cette écriture est à jamais disparue, et ce qu'elle raconte de la religion, de l'âme des Pasquans, eh bien, on ne le saura jamais. On les appelle aussi des bois parlants. Mais les Pasquans n'en ont pas fini avec l'horreur, avec la terreur. Un Français de Normandie qui s'appelle Jean-Baptiste Dutroux-Bornier va débarquer avec des moutons. Il s'installe sur l'île de Pâques, se saisit du droit de cuissage au nom qu'il s'est donné de Jean-Onésime Ier. Nous avons maintenant, pendant 7 ans, un drapeau français qui flotte sur l'île de Pâques et le roi Jean-Onésime Ier. Que fait-il? Eh bien, il trousse tout ce qui porte jupon, nubile ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 2500 autochtones ont, dans leur arbre généalogique, 3 générations plus tôt, le nom de Jean-Baptiste Bornier. Le XXe siècle ne va pas être plus clément. Le Chili annexe l'île de Pâques et la loue
à une firme écossaise qui va y installer jusqu'à 70 000 moutons. Imaginez 110 km², 70 000 moutons. Là où ils paissent, l'herbe ne repousse pas. Que deviennent les 200, 250 habitants de l'île de Pâques? Eh bien, ils sont enfermés parce qu'ils volent les moutons pour se nourrir. Et donc, on leur fait construire un mur et ils sont enfermés dans 2 km². Le premier camp de concentration du XXe siècle. Ne l'oubliez pas. En 1920, la dictature militaire installée au Chili envoie ses dissidents politiques. Double peine. On les installe dans un lazaret, car la peste aussi s'est installée sur l'île de Pâques. Les descendants, malheureusement, en souffrent encore aujourd'hui. Le rideau se ferme. Acte 3. 1960. Notre civilisation arrive au galop. Les Américains décident d'installer sur ce petit confetti au milieu du Pacifique la plus grande des pistes d'atterrissage de tout le Pacifique en cas d'avarie pour leur navette spatiale. Il faudra bien qu'elle se pose quelque part et pas sur l'autre préférence. Avec eux débarque la fée électricité. Et puis, un nouveau dieu, le dieu Or. Tout change alors sur l'île de Pâques. Aujourd'hui, le paradis qu'était l'île de Pâques, qui s'est vu décerner au début du XXIe siècle le titre envié de patrimoine de l'humanité, est en danger. Les nappes phréatiques sont bientôt atteintes par les déchets abandonnés. Il y a aujourd'hui à peu près 2000 voitures pour 5000 habitants et 60 000 touristes qui débarquent chaque année. N'est-elle pas un lanceur d'alerte? N'est-elle pas un miroir tendu qui reflète l'écocide, le suicide écologique qui guette notre monde? Refusons de n'avoir plus bientôt, de n'avoir plus bientôt que des légendes et des mythes pour impacter nos rêves.